Salut les chimistes, alors je suis très content de vous retrouver pour ce troisième épisode sur les propriétés thermomécaniques des polymères. Donc évidemment si vous n'avez pas vu les deux premiers, c'est bien d'aller les voir et puis je vous rappelle qu'il y a un document de cours et un questionnaire autocorrigé dans le descriptif de la vidéo. Alors dans cette troisième vidéo on va parler déformabilité des matériaux d'une certaine manière, donc loi de Hooke et module de Young. Je rappelle avant toute chose que sur ces petites vidéos, j'essaie de vous donner une vue d'ensemble, mais je ne rentre pas énormément dans le détail. Donc ce qu'on va voir ici, c'est l'expérience suivante. Donc on va considérer une éprouvette cylindrique, donc, que je vais représenter comme ceci, donc un cylindre, dont les dimensions vont être une longueur initiale ici, donc sa hauteur qu'on va noter L0, et puis la surface, c'est-à-dire la section ici, qu'on va noter S. Et puis, cette éprouvette, on va la soumettre à une force de traction. Ça veut dire qu'on va l'étirer comme ceci, donc avec deux vecteurs force pour en quelque sorte étirer notre matériau. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir à l'arrivée? On va avoir une éprouvette, a priori, si le matériau est déformable, qui s'est étiré. D'accord? On ne considère pas la rupture pour l'instant, mais on arrive à quelque chose comme ça, et donc là, on aura une longueur à l'arrivée petit l. Alors d'abord, on va poser les choses. Concrètement, nous, ce qu'on va tracer pour définir notre loi de Hooke, c'est la contrainte. Donc la contrainte, en fait, c'est qu'on va noter sigma, c'est une force surfacique. Donc du coup, je la définis comme étant la force appliquée divisée par la surface. Donc ça va être quelque chose qui s'exprime en newton par mètre carré. Et puis en face, on va en général prendre l'allongement. Donc l'allongement, ce serait L moins L0, mais on va prendre un allongement relatif. Pourquoi? Parce que l'allongement relatif ne dépendra pas de la taille de l'objet, de la longueur de l'objet que vous avez choisi. Et donc cet allongement relatif, c'est l'allongement, donc L moins L0 sur la longueur initiale. Tout simplement. Voilà. Et puis il se trouve que si vous tracez du coup une courbe de traction, c'est-à-dire que vous allez chercher à tracer la contrainte en fonction de l'allongement relatif, vous allez avoir quelque chose pour un matériau ductile qui va avoir un peu cette tête-là, c'est-à-dire une première zone où c'est linéaire, et puis ensuite, pouf, la pente diminue, et à la fin, la contrainte redescend, et on arrive à un point de rupture. Alors, je vous explique un petit peu ce que ça signifie, tout ça. Alors, le matériau ductile, qu'est-ce que c'est? Le matériau ductile, c'est celui que vous pouvez déformer plastiquement sans rupture. Alors, je vous montre un exemple, c'est un peu couillon, mais dans l'idée, ça c'est bon, c'est à peu près cylindrique et voilà, ça va se déformer comme ça. J'applique une force, j'essaie de faire toujours la même et puis vous voyez, ça devient plus fin et donc à la fin, j'ai beau appliquer la même force, puis ça va s'étaler et puis si c'est très très ductile, là ça fait un chewing-gum, hop, et ça va se rompre vraiment à la fin sous forme de filament. En pratique, évidemment, pour des matériaux ductiles, des fois la surface va diminuer au début, diminuer au milieu, diminuer, et puis qu'à un moment ça va péter. Bref, vous l'avez compris, du coup, il y a plusieurs zones dans la déformation. Donc si on décompose en étapes, dans le cas général, il y aurait une première déformation qui est élastique. Ça veut dire qu'elle est en quelque sorte réversible, donc comme un élastomère. Donc une déformation élastique, c'est ça. Je déforme et ça revient dans l'état initial. D'accord? Si je prends ma bouteille de polyéthylène terephthalate, déformation plastique, ça donne ça. Je fais une légère déformation, la bouteille revient dans sa forme. Déformation plastique, je vais un peu plus loin, j'arrive dans une zone où c'est irréversible pour le matériau. Mon matériau n'a pas récupéré sa forme initiale. Donc là, j'ai plutôt une déformation plastique. C'est une image, c'est peut-être pas le meilleur exemple, notamment, ce n'est pas un cylindre que j'étire, mais c'est pour que vous compreniez la notion de déformation élastique, réversibilité, et donc le matériau revient à sa forme initiale, déformation plastique, irréversible, le matériau ne revient pas, même si là je le remets, il y a des fissures, je l'ai un petit peu déformé. Voilà, et puis ensuite il y a la zone de striction, c'est-à-dire si je refais mon coup du chewing-gum, ça veut dire que tac, la surface ici qui va diminuer, et donc on voit que même si l'allongement augmente, la contrainte que je dois appliquer pour continuer de déformer, elle diminue. Voilà. Et puis évidemment, il y a le point de rupture au bout d'un moment. Ok? Voilà, bon, cela étant dit, on y retourne. Donc si on reprend cette fameuse courbe, on va distinguer en fait trois zones. Donc la première zone en fait où en quelque sorte on a un comportement, alors je vais le mettre ici, où on a un comportement linéaire entre
la contrainte et l'allongement, et donc qui correspond, désolé, j'ai un petit souci avec mon truc. Voilà. Donc une première zone où sigma en fonction de epsilon est linéaire, donc ça c'est la zone de déformation élastique. Ensuite, on a une zone de déformation plastique, ça veut dire que là, le matériau ne reviendra pas dans sa forme initiale. Donc, en quelque sorte, c'est une déformation irréversible. Et en fait, dans cette zone, pour moi, on peut le distinguer en deux zones. Alors, attendez, je vais prendre une couleur qui est quand même un peu visible. Voilà. Pouf. Ici, on a la zone de striction. C'est-à-dire que malgré que l'allongement continue à augmenter, la contrainte va diminuer. Donc c'est ce qu'on voit quand en fait la surface diminue, c'est-à-dire que ça commence à faire quelque chose de plus fin. Et puis bien évidemment, à la fin, on trouve le point de rupture. Voilà, ça j'ai envie de vous dire, c'est l'allure classique que vous devez connaître, le matériau ductile. Bon, ok. Maintenant, la question c'est, le module Young, où est-ce qu'il intervient? Eh bien, il intervient dans cette zone-là, dans la zone de déformation élastique, c'est-à-dire dans la zone linéaire, en fait. On a ce qu'on appelle la loi de Hooke, c'est-à-dire où sigma est proportionnel à epsilon, et ce coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle le module de Young. Donc la loi de Hooke, elle décrit, hop là, on va revenir en blanc, elle décrit une relation linéaire entre la contrainte sigma et l'allongement relatif epsilon. Et cette relation, elle va s'écrire sigma égale E fois epsilon, et où justement E, c'est ce qu'on appelle le module de Young. Donc finalement, on a une force surfacique, donc quelque chose qui est homogène à une pression ici. Epsilon est sans unité, donc le module de Young, souvent, déjà c'est homogène à une pression, et on peut l'exprimer en mégapascal, gigapascal, etc. D'accord? Donc bien noter que c'est homogène à une pression. Alors, quelle est la signification physique de ce module de Young? Je vous propose de retourner voir notre petit diagramme. Finalement, le module de Young, c'est tout simplement la pente de la zone linéaire. Donc plus le module de Young est élevé, plus, quelque part, ma droite va être comme ceci. Donc en fait, là, on va avoir un comportement... Alors, peut-être que je vais faire un autre diagramme. Je pense que ce sera plus simple pour les superposer. Mais si j'ai un module de Young très élevé... Si j'ai un module de Young très élevé, je vais avoir une droite ici avec une pente très forte, d'accord? Et ça veut dire qu'avec des contraintes élevées, j'aurai peu de déformation. Donc un module de Young élevé correspond à une faible déformabilité, et un module de Young faible, au contraire, comme c'est le cas pour les élastomères, à une déformabilité beaucoup plus importante. Ok? Donc le module de Young, il est lié à la déformabilité du matériau, et ce que je vous demanderais d'avoir en tête, même si c'est encore une fois une approche qui n'est pas totalement complète, c'est les différents types de comportements qu'on peut rencontrer. Alors, en voici trois principaux. Donc, comme on l'a dit, le matériau ductile, une zone linéaire, une zone de striction et une rupture. Donc ça, c'est le ductile. Ensuite, on va avoir le matériau fragile. Donc le matériau fragile, en fait, on va atteindre des déformations assez faibles et puis pouf, on va atteindre au bout d'un moment un point de rupture. Et puis on va avoir le matériau, donc attendez, ça c'est fragile, je vais quand même le noter. Donc avec un module de Young très élevé, mais vous voyez une déformation maximale qui est très faible. Et puis on va avoir l'élastomère. Donc l'élastomère, par exemple, on peut avoir un comportement comme ça, qui va arriver à des déformations très importantes, à des déformations très importantes en appliquant de faibles contraintes. Donc voilà les trois comportements classiques qu'il faut connaître. Ce qu'il faut voir, c'est que élastomère, faible module de Young. D'accord? Donc là, on a des modules de Young, je vous donne l'ordre de grandeur, au passage, qui va être de l'ordre de 1 à 100 mégapascales. C'est bien d'avoir une idée de l'ordre de grandeur. Un matériau ductile, alors je ne sais pas, il faudrait prendre un exemple, on va être entre 100 et 100 mégapascales à 1 gigapascal.
Mais bon, c'est vraiment une fourchette approximative. Et puis pour un matériau, on va dire fragile, on peut arriver dans les peut-être 1 à 100 gigapascales. D'accord. Voilà, j'ai donné volontairement des fourchettes un peu trop grandes parce que bon, la variété des matériaux est telle que c'est difficile de les classer de manière très très cadrée. Ça va dépendre notamment du fait de si vous prenez un polymère ou un métal. Voilà. Voilà les chimistes, je pense que j'en ai assez dit, j'espère que c'était pas trop long. Juste un truc qu'il faut comprendre quand même qui est important je pense entre thermoplastique et élastomère parce qu'il faut que je fasse le lien, c'est au niveau de la température de transition vitreuse. J'ai parlé des états caoutchoutiques, enfin solide souple et solide rigide la fois d'avant, et relier ça au fait qu'on est en dessous ou au-dessus d'une température de transition vitreuse. Donc par exemple si je prends mon thermoplastique, encore une fois ma bouteille d'eau gazeuse, la température de transition vitreuse de ce polymère, elle est supérieure à la température ambiante. Donc je suis dans un état solide relativement rigide. D'accord ? C'est ce qui fait que je vais avoir un module de Young plutôt élevé parce que c'est relativement peu déformable. L'élastomère, ce qui va changer, c'est que là, la température de transition vitreuse est inférieure à la température ambiante. Je suis donc dans un état solide souple, donc module de Young élevé, très facile à déformer. Ok. Mais encore une fois, je ne l'avais peut-être pas trop dit l'autre fois, mais il est possible de passer sous la transition vitreuse pour le rendre rigide et cassant, et donc péter un élastique comme ça, il suffit de le mettre dans l'azote liquide. Donc je vous mets la fiche en haut pour aller voir ce que ça donne quand on met un élastomère dans de l'azote liquide. Je l'avais déjà fait sur des gants, simplement des gants de protection. Voilà, c'est bon pour moi. Je vous retrouve dans la 4e vidéo pour parler de l'influence de la température sur le module Young dans le cas du cristallin, semi-cristallin et polymère amorphe. N'oubliez pas de pousser vers le haut si ça vous a aidé. Laissez des commentaires, c'est toujours cool. Et je viendrai interagir avec vous comme d'habitude. Allez, bonne révision les chimistes. Salut!